Avez-vous déjà remarqué que plus vous forcez quelque chose à arriver, plus cela vous échappe? C'est comme essayer de saisir de l'eau avec des mains serrées, plus vous pressez, plus elle s'échappe entre vos doigts. C'est une des vérités les plus profondes qu'Alan Watts nous a enseignées sur la nature paradoxale de l'effort. Et si je vous disais qu'il existe une manière complètement différente d'obtenir ce que vous voulez, une manière qui n'implique pas de lutte, mais plutôt une sorte de danse élégante avec la vie. Imaginez que vous essayez de vous endormir depuis des heures, votre esprit est en effervescence. Vous regardez sans cesse l'horloge, vous forcez vos yeux à rester fermés, vous essayez toutes les techniques que vous avez entendues. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Mais ensuite, au moment où vous abandonnez enfin, où vous cessez d'essayer, le sommeil arrive naturellement. C'est le paradoxe de l'effort dans sa forme la plus pure. Alan Watts a passé des décennies à étudier ce phénomène, à la fois à travers le prisme de la philosophie orientale et de l'expérience humaine pratique. Il a découvert que notre culture occidentale nous enseigne exactement le contraire de ce qui fonctionne réellement. On nous dit, si vous voulez quelque chose, battez-vous pour ça, forcez, n'abandonnez jamais. Mais la réalité est bien plus subtile, et paradoxalement, bien plus puissante. Alan Watts parlait souvent de ce qu'il appelait la loi de l'effort inversé, un principe fondamental observé aussi bien dans la philosophie orientale que dans la psychologie moderne. Lorsque vous essayez de dormir de force, le sommeil s'enfuit. Lorsque vous poursuivez désespérément le bonheur, il devient insaisissable. Lorsque vous essayez d'impressionner quelqu'un avec trop d'ardeur, vous finissez par paraître artificiel. Ce phénomène est enraciné dans la structure même de la conscience humaine. Notre esprit, lorsqu'il est en mode « j'essaie », crée une division artificielle entre le « moi qui veux » et l'objectif désiré. Cette séparation génère de la tension. Et la tension est exactement ce qui bloque le flux naturel qui nous permettrait d'obtenir ce que nous voulons. Pensez à un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il serre le guidon avec force, tend tous ses muscles. Il tente de contrôler chaque mouvement, et il tombe. Mais lorsqu'il comprend enfin qu'est-ce qui s'est réellement passé, il a cessé d'essayer autant. Il a commencé à faire confiance à son équilibre naturel, à travailler avec la physique du vélo, au lieu de lutter contre. Ce n'est pas seulement une bizarrerie de la nature humaine, c'est une loi profonde qui régit la manière dont la conscience et la réalité interagissent. Le problème n'est pas dans le désir lui-même, mais dans la tension que nous créons lorsque nous nous accrochons rigidement au résultat. C'est la différence entre vouloir et avoir besoin, entre préférer et exiger. Alan Watts expliquait cela en utilisant la métaphore d'un chat observant un trou de souris. Le chat n'est pas anxieux, il n'est pas tendu, il ne force rien. Il est simplement présent, alerte, prêt. Lorsque la souris apparaît, l'action se produit naturellement, sans hésitation, sans effort gaspillé. Pensez à un athlète de haut niveau, le moment où il cesse de lutter contre sa propre performance et entre dans ce que nous appelons la zone, cet état de flux où tout se produit naturellement. C'est là que les miracles se produisent. Ce n'est pas l'absence d'effort, c'est l'effort sans tension, c'est l'action totale, sans résistance interne. C'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes les vérités spirituelles, que le chemin pour obtenir ce que nous voulons passe souvent par le fait de vouloir moins intensément, non pas par le fait de vouloir plus. Les taoïstes ont un mot pour cela, Wu Wei, souvent traduit par non-action, mais cette traduction perd en subtilité. Wu Wei ne signifie pas être passif ou paresseux, cela signifie agir en harmonie avec le flux naturel des choses. Et comme l'eau qui coule autour d'une pierre, imaginez l'eau un instant, c'est la substance la plus douce de la terre, mais elle parvient à sculpter des montagnes. Comment? Grâce à une persistance sans force, à une constance sans tension. L'eau
ne lutte jamais directement contre un obstacle. Elle trouve toujours le chemin autour, en dessous ou à travers, et avec le temps, elle déplace des montagnes. Alan Watts expliquait cela brillamment en utilisant la métaphore de la conduite d'une voiture. Vous ne forcez pas le volant, vous le guidez, vous ne luttez pas contre la route. Vous travaillez avec. Le conducteur habile donne l'impression de faire quelque chose de facile parce qu'il n'est pas en guerre avec le processus de conduite. Il est devenu un avec le véhicule et avec la route. C'est la différence entre pousser une porte qu'il faut tirer et trouver la bonne poignée. Entre nager à contre-courant et utiliser le courant pour arriver là où vous voulez aller, entre forcer une conversation et la laisser couler naturellement. Au judo, il y a un principe appelé « utiliser la force de l'adversaire contre lui-même ». Le judoka n'essaie pas de surpasser la force par plus de force, ce serait de la lutte. Au lieu de cela, il redirige l'énergie qui est déjà en mouvement. C'est plus efficace et bien plus élégant. Wu-Wei est exactement cela appliqué à la vie. Utilisez les forces qui sont déjà en mouvement, que ce soit les circonstances, les opportunités ou même les défis en votre faveur. C'est la différence entre ramer à contre-courant et naviguer avec elle. Même si c'est pour arriver à un point en amont, Watts disait que Wu-Wei est comme danser avec la vie au lieu de lutter contre elle. Dans la danse, vous avez une direction, vous avez des mouvements intentionnels. Mais vous répondez toujours au rythme, toujours en harmonie avec la musique, vous n'essayez pas de maîtriser la musique, vous vous laissez porter par elle tout en exprimant votre propre créativité. Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il de cette manière apparemment contre-productive? La neuroscience moderne nous donne des indices fascinants. Lorsque nous sommes dans un état de tension excessive, nous activons le système nerveux sympathique, notre mode de combat ou de fuite. Dans cet état, notre créativité diminue, notre perception se rétrécit et, ironiquement, notre performance chute. C'est un héritage évolutif. Nos ancêtres avaient besoin de cette réponse pour survivre aux menaces physiques immédiates. Lorsqu'un lion poursuivait notre ancêtre, il n'avait pas besoin d'être créatif ou d'avoir des idées profondes, il devait courir ou se battre de toutes ses forces. Le corps désactive les fonctions non essentielles, comme la digestion. Le système immunitaire, et oui, la créativité et la pensée complexe, le problème est que notre cerveau primitif ne parvient pas à distinguer entre un lion réel et l'anxiété concernant une présentation au travail. Pour lui, le stress est le stress, la menace est la menace. Il active donc la même réponse qui a sauvé nos ancêtres, mais qui nous sabote maintenant dans la vie moderne. D'un autre côté, lorsque nous sommes détendus mais alertes, ce que les bouddhistes appellent l'attention pleine et détendue, nous activons le système nerveux parasympathique. Dans cet état, nous avons accès à toutes nos capacités. C'est dans cet état que les idées arrivent, que les solutions apparaissent de nulle part, que nous nous sentons plus authentiques. Les chercheurs ont découvert que les moments de plus grande créativité surviennent souvent lorsque nous n'essayons pas d'être créatifs. Sous la douche, en marchant, juste avant de dormir, des moments où l'esprit conscient relâche son emprise rigide sur les problèmes. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et qu'il existe une intelligence dans la vie qui souvent sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas une résignation passive, mais une confiance active dans le processus de la vie. Il racontait souvent l'histoire d'un fermier chinois dont le cheval s'était enfui. Ses voisins dirent « Quelle terrible chose !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le lendemain, le cheval revint, ramenant un troupeau de chevaux sauvages. « Quelle chance !» s'exclamèrent les voisins. « Peut-être », répondit le fermier. Son fils tenta alors de dompter l'un des chevaux sauvages et se cassa la jambe. « Quel malheur !» dirent les voisins. « Peut-être », dit le fermier. Le lendemain, des officiers militaires vinrent recruter des jeunes pour la guerre, mais ils dispensèrent le fils à cause de sa jambe cassée.
Quelle chance! S'écrièrent les voisins. Peut-être, dit le fermier. Cette histoire illustre parfaitement la sagesse de ne pas s'accrocher rigidement aux résultats. La vie possède sa propre intelligence, ses propres rythmes et ses propres schémas qui sont souvent plus subtils que ce que notre esprit conscient peut percevoir. Comment appliquons-nous cela concrètement? Explorons des domaines spécifiques où le paradoxe de l'effort se manifeste dans la vie quotidienne. Premièrement, dans les relations. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un essayer si désespérément d'être aimé qu'il éloigne les gens? La personne la plus attirante n'est pas celle qui essaie d'impressionner, mais celle qui est à l'aise avec elle-même. Lorsque vous essayez de conquérir quelqu'un, vous n'êtes pas authentique. Vous représentez une version de vous-même que vous pensez que l'autre personne aimera. Paradoxalement, les gens sont plus attirés par l'authenticité que par la perfection mise en scène. Pensez à la différence entre un rendez-vous où vous êtes désespéré d'impressionner et un où vous êtes genuinement curieux de connaître l'autre personne. Dans le premier cas, vous êtes concentré sur vous-même. Dis-je la bonne chose? Ai-je l'air bien? Elle m'aime? Dans le second, vous êtes présent, engagé, naturel. Lequel pensez-vous qu'il crée une connexion plus profonde? Au travail, les meilleurs résultats viennent lorsque vous êtes totalement engagé dans le processus sans être obsédé par le résultat. Vous faites votre meilleur travail lorsque vous êtes présent dans la tâche, pas lorsque vous vous inquiétez constamment de savoir si ce sera assez bien. Il existe une différence subtile, mais cruciale, entre travailler avec excellence et travailler avec anxiété. Lorsque vous êtes anxieux au sujet de la performance, une partie de votre attention est toujours partagée. Une partie fait le travail, l'autre partie juge le travail. Lorsque vous êtes totalement présent, toute votre attention est sur la tâche elle-même. Devinez lequel produit de meilleurs résultats. En matière de créativité, les meilleures idées arrivent lorsque vous cessez de les forcer. Vous créez l'espace, par la méditation, une promenade, un bain, et laissez la créativité venir à vous. Tout artiste, écrivain ou inventeur connaît cette expérience. Vous luttez pendant des heures avec un problème, sans solution en vue. Puis vous abandonnez, vous faites autre chose, et soudain la solution apparaît. En matière de santé physique, le même principe s'applique. Les personnes obsédées par le fitness se blessent souvent ou s'épuisent complètement. Celles qui trouvent des activités physiques qu'elles aiment vraiment, la danse, les randonnées dans la nature, les sports entre amis, ont tendance à être plus saines à long terme sans même y penser comme à de l'exercice. Même dans la quête spirituelle, le paradoxe s'applique. Les personnes qui essaient désespérément de s'éclairer deviennent souvent plus névrotiques, pas moins. La véritable transformation spirituelle survient généralement lorsque nous cessons d'essayer d'être si spirituels et que nous commençons simplement à vivre avec plus d'attention et de compassion. Alan Watts faisait une distinction cruciale entre avoir une intention claire et s'accrocher rigidement à un résultat spécifique. Cette différence est fondamentale pour comprendre comment appliquer le paradoxe de l'effort dans la pratique. L'intention, c'est comme planter une graine. Vous créez les conditions appropriées et vous faites confiance au processus. Vous arrosez, vous fournissez de la lumière solaire, vous enlevez les mauvaises herbes, mais vous n'essayez pas de forcer la plante à pousser plus vite en tirant sur ses feuilles. L'accrochage, c'est comme déterrer la graine tous les jours pour voir si elle pousse. L'intention a une qualité d'ouverture. C'est comme dire à l'univers, c'est ce que j'aimerais et je suis prêt à travailler pour cela, mais je suis aussi ouvert à ce qu'il se manifeste de manière que je n'aurais même pas imaginée. L'accrochage est rigide. Ça doit être exactement comme ça à ce moment-là, de cette manière précise, sinon ça ne sert à rien. Prenons l'exemple de la recherche d'emploi. L'approche de l'intention serait: vous savez clairement quel type de travail vous voulez. Vous préparez votre CV au mieux. Vous postulez de manière cohérente. Vous développez vos compétences. Vous faites du réseautage. Mais vous n'êtes pas désespéré.
Vous êtes ouvert aux opportunités que vous n'auriez peut-être pas envisagées initialement. L'approche de l'accrochage serait: vous voulez un poste spécifique, dans une entreprise spécifique, avec un salaire spécifique, et vous êtes obsédé par cela. Chaque refus est une catastrophe personnelle. Vous perdez des opportunités parce qu'elles ne correspondent pas à votre image mentale rigide de ce qui devrait arriver. Vous pouvez avoir des objectifs clairs et travailler pour les atteindre sans devenir névrotique sur la manière dont ils doivent se manifester exactement. C'est la différence entre être déterminé et être obstiné. La détermination a de la flexibilité. L'obstination est rigide. Pensez à une rivière qui veut atteindre l'océan. Elle ne force pas son chemin à travers la montagne. Elle trouve le chemin naturel, contourne les obstacles, parfois même recule pour trouver une meilleure voie. Mais elle conserve toujours sa direction générale. La rivière ne se frustre pas lorsqu'elle rencontre une pierre sur son chemin. Elle coule simplement autour. Elle ne juge pas le terrain comme mauvais lorsqu'il est montagneux au lieu d'être plat. Elle travaille avec ce qui est là, en conservant toujours sa direction fondamentale, vers l'océan. Watts parlait souvent de préméditation sans anxiété. Vous pouvez planifier, préparer, travailler à la réalisation de vos objectifs, mais sans l'énergie frénétique de l'anxiété. C'est la différence entre travailler avec un but et travailler avec désespoir. En pratique, cela signifie que vous définissez clairement vos intentions, que vous agissez de manière cohérente, mais que vous gardez les mains ouvertes en ce qui concerne les résultats. Vous faites votre part et vous avez confiance que la vie fera la sienne. Lâcher prise est l'une des phrases les plus mal comprises dans la spiritualité et le développement personnel. La plupart des gens pensent que cela signifie abandonner, être passif ou ne pas s'en soucier. Mais cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Lâcher prise signifie réellement libérer la tension inutile qui entrave votre progrès naturel. C'est comme apprendre à flotter sur l'eau. Plus vous luttez, plus vous coulez. Quand vous vous détendez et que vous faites confiance, votre corps flotte naturellement. Vous ne cessez pas de bouger, vous cessez simplement de lutter contre l'eau. Imaginez la différence entre tenir quelque chose fermement et le serrer trop fort. Lorsque vous tenez un oiseau dans vos mains, vous devez avoir assez de fermeté pour qu'il ne s'échappe pas. Mais si vous le serrez trop fort, vous le blessez. L'équilibre parfait vous permet de garder l'oiseau en sécurité, tandis qu'il reste détendu. En méditation, il y a un dicton. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. Cela ne signifie pas que vous devenez passif face aux problèmes, mais que vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre la réalité de ce qui est, et que vous utilisez cette énergie pour travailler constructivement avec ce qui se présente à vous. Disons que vous avez perdu votre emploi. La résistance serait de dépenser toute votre énergie mentale à revivre ce qui s'est passé, à blâmer les gens, à vous lamenter sur l'injustice. L'acceptation serait de reconnaître « voilà ce qui se et passe maintenant. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux décider comment je vais répondre à partir de maintenant. » Et de cette clarté, des actions constructives émergent naturellement. Alan Watts disait que la vie est comme de la musique. Vous ne jouez pas du piano pour arriver à la dernière note le plus rapidement possible. Vous jouez pour apprécier toute la musique. De même, vous ne vivez pas pour arriver à la fin de votre vie, mais pour danser avec chaque instant. Cette métaphore est profonde, car elle révèle une erreur fondamentale dans la façon dont nous abordons nos objectifs. Nous traitons la vie comme s'il s'agissait d'une équation mathématique. Si je fais X, alors Y arrivera, et alors je serai heureux. Mais la vie est plutôt comme de l'improvisation jazz. Vous avez un thème, une direction, mais la beauté réside dans la façon dont vous répondez à ce qui surgit sur le moment. Le musicien de jazz ne s'énerve pas lorsqu'un autre musicien joue quelque chose d'inattendu. Il utilise cela comme une occasion de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. De même, lorsque la vie nous présente quelque chose d'inattendu,
Nous pouvons choisir de le voir comme une interruption ou comme du matériel pour une nouvelle improvisation créative. La première étape pour appliquer le paradoxe de l'effort est de développer la capacité de reconnaître quand vous forcez trop. Malheureusement, notre culture nous apprend à ignorer ces signes, à forcer le destin, à tenir bon. Mais votre corps et votre esprit sont des systèmes de rétroaction incroyablement sophistiqués. Physiquement, votre corps vous donne des signes clairs lorsque vous forcez. Tension dans le cou et les épaules, respiration superficielle, mâchoire serrée, mains fermées en poing, une sensation générale de constriction. C'est comme si votre corps se préparait à la bataille. Même lorsque la bataille est simplement d'écrire un email ou d'avoir une conversation difficile. Émotionnellement, les signes comprennent une irritabilité disproportionnée. De petites choses qui normalement ne vous dérangent pas deviennent soudainement énormes. Vous vous sentez épuisé, même lorsque vous n'avez pas fait grand-chose physiquement. Il y a une sensation de pousser une pierre en haut d'une colline, beaucoup d'efforts, peu de progrès. Vous pouvez remarquer que vous êtes constamment en train de courir après, toujours en train d'essayer d'atteindre quelque chose, ne vous sentant jamais à l'aise avec où vous êtes, ou peut-être une sensation d'urgence chronique. Tout semble être une urgence, même des choses qui objectivement ne le sont pas. Mentalement, vous êtes pris dans des boucles de pensée. Vous inquiétez constamment des mêmes problèmes sans arriver à des solutions nouvelles. C'est comme être pris dans des sables mouvants. Plus vous luttez mentalement avec un problème, plus vous semblez vous enfoncer. Un autre signe mental est la perte de perspective. Les petits problèmes semblent énormes. Vous perdez la capacité de voir la situation dans son ensemble. Un refus de travail devient « je ne trouverai jamais de travail ». Un désaccord avec un ami devient « je suis un mauvais ami ». L'antidote est une pause consciente, pas seulement prendre une grande inspiration comme un exercice, mais vraiment s'arrêter et créer de l'espace. Demandez-vous « qu'est-ce qui compte vraiment ici ? Est-ce que je lutte contre quelque chose que je ne peux même pas contrôler ? Quel pourcentage de mon énergie est dépensé en inquiétude par rapport à l'action constructive ? Souvent, nous découvrons que nous dépensons 90% de notre énergie sur 10% du problème, la partie que nous ne pouvons pas contrôler, tandis que nous négligeons les 10% où notre énergie pourrait vraiment faire la différence. Alan Watts avait un exercice simple. Lorsque vous remarquez que vous forcez, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « et si je n'y arrive pas, et alors ?» Fréquemment, vous découvrirez que le monde ne va pas s'effondrer. Et dans cette perception, paradoxalement, vous devenez plus capable d'obtenir ce que vous voulez, parce que vous n'opérez plus à partir de la peur et du désespoir. Comment développons-nous cette capacité à vouloir moins pour obtenir plus, comment transformons-nous cette compréhension intellectuelle en une manière pratique de vivre? Premièrement, par la pratique régulière d'être présent. Pas nécessairement la méditation formelle, cela peut être n'importe quelle activité où vous vous perdez complètement dans le processus. Le jardinage, la cuisine, la marche, jouer d'un instrument, dessiner, même faire la vaisselle. Qu'est-ce que toutes ces activités ont en commun? Elles vous sortent du mode « faire pour obtenir quelque chose » et vous placent dans le mode « faire pour le plaisir de faire ». Lorsque vous êtes vraiment présent pendant que vous cuisinez, vous ne cuisinez pas pour finir de cuisiner. Vous êtes absorbé par les couleurs, les arômes, la texture des ingrédients. Cette présence peut être cultivée dans n'importe quelle activité. Même un travail que vous n'aimez pas peut devenir une forme de méditation si vous y apportez toute votre attention. Pas une attention tendue, une attention détendue et curieuse. Deuxièmement, en pratiquant ce qu'Alan Watts appelait l'attention ludique, en abordant vos défis avec curiosité au lieu de l'anxiété. Au lieu de « je dois faire cela parfaitement ».
Essayez, voyons ce qui se passe si j'essaie cela. C'est la différence entre l'apprentissage d'un enfant et l'anxiété d'un adulte. Les enfants apprennent rapidement parce qu'ils ne s'inquiètent pas de faire des erreurs. Ils sont genuinement curieux de ce qui va se passer. Quand avez-vous abordé un défi pour la dernière fois avec cette qualité de curiosité ludique? Essayez ceci la prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose de difficile. Reformulez mentalement. Au lieu de « je dois réussir », essayez « je suis curieux de voir comment cela va se développer ». Au lieu de « et si j'échoue », essayez « c'est intéressant de découvrir ce qui va se passer ». Troisièmement, en développant la confiance dans le processus de la vie. Cela ne signifie pas que tout va toujours se passer comme vous le souhaitez, mais que vous avez la capacité de naviguer dans ce qui que ce soit qui apparaît, comme un surfeur qui ne lutte pas contre les vagues, mais apprend à danser avec elles. Cette confiance vient de l'expérience. Chaque fois que vous naviguez avec succès au travers d'une difficulté, chaque fois que vous découvrez que vous pouvez gérer l'inattendu, votre confiance dans le processus de la vie grandit. Quatrièmement, en pratiquant ce que nous pourrions appeler un effort détendu. C'est comme apprendre à courir sans tension inutile dans les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités. Vous pouvez travailler intensément sans être tendu intérieurement. Cinquièmement, en développant ce que les bouddhistes appellent équanimité, la capacité à rester calme et centré, que les choses aillent bien ou mal. Cela ne signifie pas ne pas s'en soucier, mais ne pas être complètement déstabilisé par les hauts et les bas de la vie. Enfin, en cultivant la gratitude pour le processus lui-même et pas seulement pour les résultats. Lorsque vous pouvez sincèrement apprécier le voyage, avec tous ses défis et ses incertitudes, vous découvrirez que la destination devient presque secondaire. Non pas parce qu'elle n'importe pas, mais parce que le processus de vivre consciemment est déjà intrinsèquement enrichissant. Alan Watts nous le rappelait constamment. Nous faisons partie de la nature, nous n'en sommes pas séparés. Et la nature ne force pas, elle coule. Les fleurs ne font pas d'efforts pour être belles, elles le sont tout simplement. Le soleil ne lutte pas pour briller, c'est sa nature. Un arbre n'essaie pas de pousser, la croissance se produit naturellement lorsque les conditions sont réunies. Et nous sommes la nature devenue consciente d'elle-même. Nous sommes l'univers s'observant lui-même à travers des yeux humains. Pourquoi alors insistons-nous pour lutter contre notre propre nature ? Lorsque vous cessez de lutter contre votre propre nature, lorsque vous cessez d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas pour impressionner les autres ou répondre à des attentes irréalistes, quelque chose de magique se produit. Vous devenez plus efficace et non moins, plus créatif et non moins productif, plus connecté et non plus isolé. Imaginez comment serait votre vie si vous cessiez de gaspiller de l'énergie, à lutter contre des choses que vous ne pouvez pas contrôler et dirigiez toute cette énergie pour travailler avec les forces déjà en mouvement. Si vous cessiez de nager à contre-courant et appreniez à naviguer avec elles, le paradoxe de l'effort nous enseigne qu'il y a une différence entre une action forcée et une action naturelle, entre travailler dur et travailler intelligemment. Entre poursuivre ce que vous voulez et permettre à ce dont vous avez besoin de vous parvenir, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'ambition ou de rêve. Il s'agit de poursuivre ses rêves d'une manière qui est en harmonie avec la façon dont la vie fonctionne réellement. C'est comme apprendre à naviguer à la voile. Vous utilisez le vent, vous ne le combattez pas. Vous définissez votre destination, mais vous travaillez avec les forces naturelles pour y arriver. Lorsque vous comprenez cela profondément, lorsque vous incorporez vraiment ce principe, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez être ambitieux sans être anxieux. Pouvez être déterminé sans être rigide. Pouvez avoir des objectifs clairs sans devenir obsédé. Vous commencez à vivre ce que les mystiques appellent le détachement insouciant. Vous vous souciez profondément de ce que vous faites, mais vous n'êtes pas attaché aux résultats d'une manière qui vous paralyse ou vous rend névrosé.
Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à forcer quelque chose, souvenez-vous des paroles d'Alan Watts. Vous êtes un avant-goût de l'univers prenant conscience de lui-même. Vous n'êtes pas séparé de l'intelligence cosmique qui fait bouger les étoiles et fait pousser les fleurs. Vous êtes une expression unique de cette même intelligence. Faites confiance au processus. Détendez-vous dans l'action et observez comment, en voulant moins, vous recevez naturellement plus que ce que vous auriez jamais imaginé possible. Non pas parce que vous avez cessé d'essayer, mais parce que vous avez appris à essayer de la bonne manière. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une danse à danser. Et dans la danse, les meilleurs mouvements apparaissent lorsque vous cessez de vous marcher sur les pieds et que vous vous laissez flotter au rythme naturel de tout ce qui est. Commencez petit. La prochaine fois que vous êtes dans les transports en commun, au lieu de vous énerver à cause du trafic, utilisez ce temps pour pratiquer l'art d'être présent. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, au lieu de vous inquiéter de ce que vous allez dire ensuite, contentez-vous d'écouter. La prochaine fois que vous faites quelque chose que vous aimez, perdez-vous complètement dans l'activité. Ces petits moments de vouloir moins et de forcer moins vont progressivement s'étendre à des domaines plus vastes de votre vie. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous ne luttez plus contre la vie. Vous dansez avec elle. Et dans cette danse, dans ce flux naturel, vous découvrirez non seulement plus d'efficacité et moins de stress, mais quelque chose de beaucoup plus profond, une sensation que vous êtes enfin chez vous dans l'univers, que vous appartenez ici, que votre existence n'est pas une erreur ou un accident, mais une partie nécessaire et belle du grand schéma cosmique. Comme le disait Alan Watts, c'est le véritable secret de la vie, être complètement engagé dans ce que vous faites ici et maintenant. Et au lieu d'appeler cela du travail, réalisez que c'est jouer. Fin du scénario.